Alors, Nedim Gürsel est romancier, mais il est aussi turc. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je lui ai demandé de venir. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce film. C'est jamais facile de réagir comme ça à chaud après un film. Vous l'aviez vu en 2004? Oui, Oui. je l'avais vu, donc je viens de le revoir. Il y a beaucoup à dire sur ce film. D'abord, il s'agit de la ville d'Istanbul, ma ville bien-aimée, dont j'ai beaucoup parlé à ma manière dans mes livres. Mais c'est assez inattendu parce que voir Istanbul sous la neige, c'est pas évident. Il a dû attendre beaucoup. Mais la grande ville est à la fois absente, car pour moi, Istanbul, c'est une ville qui grouille de monde, alors que là, c'est un petit quartier avec la rue. Mais Istanbul, c'est aussi ça. Certes, après, il y a une ouverture à travers les bateaux. Bon, on voit qu'il y a la nostalgie du lointain. Il y a l'opposition avec la campagne. Mais ce que je retiens de ce film, c'est surtout le langage cinématographique de Ceylan, avec ses plans très lents, mais il arrive à pénétrer dans l'intériorité des personnages par son propre regard de cinéaste. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà. Quelques mots. Quelques mots. Je vais vous poser d'autres questions. Mais d'abord, Ceylan, donc le réalisateur, est un réalisateur qui a d'abord eu une formation en ingénierie électrique. Et puis ensuite, ça lui plaisait pas, donc il s'est inscrit aux Beaux-Arts pour apprendre le cinéma et la photographie. Et il débute d'abord comme photographe. Et le film, évidemment, nous le montre d'une manière, à mon avis, éblouissante. Chaque plan est quasiment une photographie. Enfin, le personnage lui-même est photographe, mais indépendamment de ça, c'est quand même d'une qualité de cadrage que je trouve absolument admirable et qui, du coup, va avec cette lenteur. Parce que, évidemment, c'est un film sans histoire. Il ne se passera rien, si l'on peut dire, que des petits bouts comme ça. On ne saura jamais à quoi ressemblerait le puzzle, si jamais c'en est un, en entier. Et alors, il fait un premier film en 1995 qui s'appelle Koza. Ça veut dire quelque chose en turc ou c'est... Koza, c'est un festival de films. Ah bon, alors donc son premier film doit être un documentaire sur ce festival, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas vu. C'est un court-métrage. Festival de films d'Adana qui s'appelle comme ça. Mais Ceylan, maintenant, après Güney, Yılmaz Güney est le cinéaste turc le plus connu. Ouais. Il a eu le prix à Cannes. Pour son film. Pour 2014. Pour Winter Sleep. Mais c'est toujours très lent. Hein. Oui. C'est lent, c'est long. Et la neige, il aime bien la neige. Mais c'est ça son langage. Ouais. Et puis, c'est aussi la solitude qu'on ressent dans la grande ville, le problème de communication. Il a mis beaucoup de choses dans ce film. Mais ce que je retiens, c'est quand même cette angoisse que ces gens ressentent, les deux hommes ressentent avec le départ de l'ex-femme, avec un autre au Canada. Encore une fois, le thème lointain, où le départ est toujours là, soit un départ de la campagne vers la ville, où on croit qu'on va vivre une meilleure vie, on va construire une vie meilleure, mais ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis... partir ailleurs, aller au Canada peut-être, est une solution. Alors, ce film en 2004 a eu le prix spécial du jury de Cannes quand même. Et surtout, les deux comédiens ont eu ensemble le prix d'interprétation masculine. Je vous signale du reste que le plus jeune
meurt en 2004, l'année où il va recevoir le prix. Hein. Donc c'est aussi, il y a cette solitude, il y a cette douleur, mais en même temps, dans la réalité, ces deux comédiens-là ont vécu et dû dépasser la maladie, puisque les deux ont été malades. Enfin, on le voit bien, du reste, pour le premier, le plus âgé, hein, le cousin de la ville. Donc ce film est un film, je ne sais pas si la scène très brève de la cassette porno est un clin d'œil à tout un cinéma érotique turc très, très, très célèbre dans les années 60 et 70. Hein, puisque là, on a tout un cinéma de ce qu'on appelait western kebab. Bon, c'est une appellation pas très contrôlée, comme il y avait le western spaghetti. Et puis, en même temps, le cinéma turc, qui a du mal à s'en sortir, va créer tout un système de films dénudés, mais bon, ça nous paraît très ridicule aujourd'hui, évidemment. Hein, mais vous avez vu des films comme ça? Oui, c'est une sorte de mise en abîme dans beaucoup de salles de cinéma à Beyoğlu. À cette époque, on projetait, c'est vrai, des films, disons, entre guillemets, porno, mais qui n'étaient pas vraiment pornographiques non plus, mais qui correspondaient à une attente d'un public d'hommes, un public masculin. Et dans le film, d'ailleurs, on voit la frustration sexuelle aussi. Oui, oui, absolument, bien sûr. Surtout du jeune garçon, oui. Youssouf, n'est-ce pas? Bon. Dès qu'il y a une femme dans la rue, dans le transport en commun, il la suit, il la désire, quoi. Donc, il y a plusieurs thèmes, mais ce qui est, à mon sens, central, c'est quand même la ville avec tout ce que ça représente, notamment dans l'imaginaire des gens. Je n'ai pas retrouvé dans ce film la ville d'Istanbul comme je m'y attendais, c'est-à-dire grouillante de monde, avec aussi, disons, une circulation chaotique. Bien au contraire, lui, il prend sa voiture, il circule facilement, ce qui est impossible. Il se gare tout de suite. Il a vraiment attendu les jours de pluie, de tempête, de grisaille ou de neige. Voir la place de Sultan Ahmed sous la neige avec pratiquement personne, alors que ça grouille de touristes d'habitude. Ça, c'est donc il a fait un effort pour nous donner une autre image de cette ville, et c'est tant mieux. Alors, on va peut-être dire deux mots quand même sur les vagues de migration. On sait bien que la Turquie, vous le savez tous, c'est une grosse partie, la majorité du pays se trouve en Anatolie, et puis il y a une toute petite partie qui se trouve dans l'Europe, on va dire ça comme ça. Écoutez, quand j'ai été contraint de quitter Istanbul en 1971, ce qui ne me rajeunit pas, car je suis parti suite à un coup d'État militaire, celui du 12 mars 1971, pour venir à Paris. Istanbul avait 2 millions d'habitants. Il y a 2 jours, j'ai vu sur une chaîne de télévision turque, on en parlait tout à l'heure, un petit documentaire sur la démographie en Turquie. Et aujourd'hui, on parle d'à peu près de 15 millions d'habitants. Donc ça montre à quel point la ville, évidemment, s'est étendue, s'est développée. Il y a eu deux vagues d'immigration importantes dans l'histoire récente de la Turquie, des campagnes vers la grande ville qui est Istanbul. Dans les années 50 d'abord, oui. Et puis dans les années 70. Mais cela continue. Istanbul n'est plus la ville cosmopolite de mon adolescence. Les Grecs sont partis. Les Juifs ont immigré en Israël. Les Arméniens ont connu beaucoup de problèmes, mais ils sont de moins en moins nombreux. Par contre, il y a eu des Iraniens qui se sont installés après l'arrivée au pouvoir en Iran des mollahs, des opposants, et puis les familles riches. Et puis il y a eu des Russes
Et les Russes étaient déjà venus à Istanbul après la révolution d'octobre, les Russes blancs. Donc il y a eu de nouveau Une seconde migration russe. Voilà, avec aussi des filles qui se prostituent, il faut le dire. Le mot Natacha a une connotation en turc. Ah oui. Dans ce sens-là. Donc la ville continue à attirer non seulement des gens d'Anatolie, mais aussi des étrangers, évidemment les Syriens aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens. L'Union européenne, pour empêcher ce flux, vient donner 3 milliards d'euros au gouvernement turc. C'est une carte que le président Erdogan va maintenant jouer, car la démocratie en Turquie souffre beaucoup. Les libertés individuelles et la liberté de la presse, etc., sont de plus en plus restreintes. Mais l'Union européenne ne dit rien parce que ça l'arrange que la Turquie, donc que ces Syriens restent en Turquie et que la Turquie s'en occupe, au lieu qu'ils viennent ici en France ou ailleurs. Dans votre œuvre, évidemment, Istanbul est présente, mais vous l'appelez même ville narcissique. Bon. C'est une ville entourée d'eau. Ah, elle se mire, d'accord. Voilà, il y a la mer de Marmara, il y a le Bosphore avec la Corne d'Or et puis la mer Noire. Donc c'est une ville construite à la jonction de deux mers. Et j'ai qualifié Istanbul de narcissique par rapport à Venise, car j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Turbans de Venise, où il est question de la superposition des deux villes qui ont eu tout au long de l'histoire beaucoup de relations, des conflits aussi quand la République de la Sérénissime était une puissance dans la Méditerranée orientale. Enfin, le roman parle surtout d'un historien de l'art qui vient à Venise, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je trouve que les deux villes narcissiques de la Méditerranée, c'est d'abord Venise et après Istanbul, et on peut les superposer car toutes ces vieilles demeures ottomanes au bord du Bosphore se reflètent dans l'eau. C'est un peu comme dans le Grand Canal à Venise, avec les palais. Bon, il y a déjà 2 ponts sur le Bosphore qui relient l'Asie et l'Europe et ils sont en train de construire un 3e pont. Et plusieurs ponts sur la Corne d'Or, c'est aussi, disons, les ponts pas comme ceux de Venise, en miniature, mais bon, il y a, disons, une symbolique des ponts aussi en Istanbul, car il ne relie pas seulement les 2 rivages, mais aussi les hommes et les cultures. Voilà. Alors, justement, dans votre œuvre, donc Istanbul est présente, bien sûr, mais est-ce que vous constatez que la plus grande majorité des romanciers turcs depuis, mettons, les années 1960, forcément attribuent à Istanbul une place de choix? Ah oui, bien sûr. La ville d'Istanbul occupe une place très importante dans la littérature turque, dans la poésie traditionnelle, mais aussi dans la littérature turque contemporaine. Et puis, il y a eu évidemment tous ces écrivains étrangers, voyageurs, commencé par Pierre Loti, le chantre d'Istanbul. Tous ces grands écrivains voyageurs du 19e siècle, Nerval est passé par là. Flaubert aussi, il en parle dans sa correspondance. Et puis Théophile Gautier, bien d'autres. Donc, il y a aussi dans la littérature française et dans d'autres littératures, dans les littératures européennes, une certaine image d'Istanbul, parfois exotique, comme chez Loti, mais parfois aussi onirique,
comme chez Nerval. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Alors pour revenir au film, et avant de passer la parole à celles et ceux qui voudront l'apprendre, moi j'ai deux choses qui m'ont étonné. Évidemment, j'ai comme vous constaté l'absence de trafic routier, parce que quand on va à Istanbul, enfin on est surtout préoccupé par comment traverser. Bon. Mais ce qui m'a un peu surpris, mais c'est pas le propos du film évidemment, mais c'est l'absence même de l'islam. Istanbul a été c'était même une des premières grandes villes de Turquie à être gouvernée par un maire qui se revendiquait d'un parti ouvertement musulman, d'une part. Et puis l'autre chose qui m'a étonné, parce que c'est moi ce qui me saute aux yeux quand je vais à Istanbul, c'est l'incroyable écart entre les riches et les pauvres. Alors on le mesure un peu par le cousin qui n'a pas d'argent, et qui traîne comme ça, il s'offre un thé de temps en temps, ça ne coûte rien. Mais quand même, c'est une ville de bidonville d'un côté, et puis c'est une ville de gated communities de l'autre. Et là, le cinéaste fait l'impasse là-dessus, mais c'est pas son problème. Hein. Il nous montre un peu une middle class, quoi, une middle class tranquille finalement d'une certaine manière. Hein. Tout à fait. Il y a cette scène de prière dans la mosquée, mais ça se passe en Anatolie. Absolument, oui. Et on aperçoit de temps en temps les mosquées d'Istanbul, comme celle de Kabataş à la fin du film, et on en voit d'autres, mais le réalisateur ne met pas l'accent sur l'aspect musulman de la ville. Vous avez tout à fait raison. On ne voit pas non plus les quartiers périphériques de bidonville. Non. Qui sont en voie de disparition quand même. On construit énormément maintenant. Et même dans le centre, il y avait des quartiers de bidonville qui ont disparu très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres. Il y a beaucoup de chômage, il y a tous les problèmes socio-économiques. Mais la ville s'est développée de manière vertigineuse, avec maintenant les gratte-ciel, les quartiers d'affaires, et qui sont un peu en contradiction avec la silhouette de la ville d'Istanbul, c'est-à-dire ces lignes courbes, les coupoles, et ces lignes verticales, les minarets. Ouais. Tout ça évoqué aussi par Pierre Loti dans Asiade, par exemple, où moi-même, j'ai écrit un roman qui s'appelle La première femme, où il est beaucoup question de ces images successives un peu orientales. Et nous avons aujourd'hui une ville qui, avec ses 15 millions d'habitants, est devenue une sorte de mégapole. Ah oui, bah oui, on peut le dire, oui, absolument. Oui. Alors, voilà, la parole est à vous, qui veut réagir au film déjà, bien sûr, ou poser des questions à notre invité, puisqu'nous avons la chance de l'avoir ici avec nous. Il a publié du reste un livre qui n'est pas un roman, qui s'appelle « Les écrivains et leur ville », qui est sorti en 2014, que je vous recommande chaleureusement, parce que pour tous ceux, comme je pense que vous l'êtes, pour tous ceux qui sont des amoureux des villes, là on circule dans de très, très, très belles villes, toujours en compagnie de romanciers du reste. Hein. Évidemment, c'est le but de faire ce Alors, je dirais un mot, parce que j'ai un nouveau roman qui vient sortir cette semaine, où il est beaucoup question justement de cette frustration qu'on peut ressentir à Istanbul. C'est l'histoire d'un adolescent qui est interne dans le lycée de Galatasaray, en plein Beyoğlu, le quartier des loisirs, mais il ne peut pas sortir. Alors, les rumeurs de ce quartier de plaisir parviennent jusqu'au dortoir, jusqu'à la cour intérieure, etc. Donc, et dans le film de Ceylan, c'est aussi un peu cela. Donc, ces deux hommes, ils sont assez jeunes, ne profitent pas assez de la ville d'Istanbul. Ils ont une vie quotidienne assez médiocre. Ils ont une grande misère affective, ça fait aucun doute. Et voilà. Et sexuelle, vraisemblablement. C'est pas la misère matérielle. Non. Ils n'ont pas faim, ils s'en sortent plus ou moins, mais il y a la misère sexuelle, voilà. Oui, puis quand ils se retrouvent chez le copain... Qui pour moi est un des thèmes
que j'ai essayé de développer dans mes romans, notamment dans le dernier, Bon, et qui s'intitule? Le fils du capitaine. D'accord. Bon, vous avez tous noté. Il sera en librairie dès jeudi prochain. Quelques mots peut-être sur le cinéma, parce que évidemment, avant de venir, j'ai regardé un petit peu, et les frères Lumière vont être invités à la cour ottomane pour déjà diffuser des films dès 1896. Et puis très tôt, il y a une industrie du cinéma en Turquie. Il y a même dans les années 70 des films qui sont produits dans un studio à côté d'Istanbul. Je ne sais pas comment, je suis incapable de prononcer les studios de Yeşilçam. Oui, c'est dans C'est le presque quartier ça. de Bon, Beyoğlu. voilà. Et donc là, quand même, c'est 300 films par an. C'est considérable, vous voyez, parce que on nous dit toujours, ah bah évidemment Hollywood, bien sûr, et puis Bollywood, et puis un peu la France, effectivement. Mais voilà, donc là, il y a une production cinématographique de films qui sortent rarement. C'est une époque révolue, mais la plupart presque la majorité de ces films, à mon sens, étaient commerciaux. C'est ça, voilà. Donc, ce n'étaient pas vraiment des films d'auteur, comme c'est le cas ici avec Ceylan, ou comme c'est le cas avec les films de Güney. On peut citer d'autres réalisateurs, mais c'était une industrie, un peu comme en Inde. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a eu un peu le même phénomène, je crois. Et là, peut-être maintenant, c'est la télévision qui a pris le pas. Oui, bien sûr. Exactement. Mais Guinet est un cinéaste majeur, enfin, je trouve assez méconnu. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont vu ce film qui s'appelle Umut. Oui. Hein, enfin, je prononce encore mal, Espoir. je m'excuse. Hein, Espoir, qui est aussi sur les relations ville-campagne. Pareil pour Le Troupeau, qui est un chef-d'œuvre, hein, et Ouyol. Donc on a quand même cette espèce de problématique que le roman et le cinéma, à partir du moment où ils s'intéressent les deux à des destins individuels, forcément il y a ce mouvement qui est d'une rupture d'un lieu d'origine et la découverte d'un autre lieu. Kundera explique très bien dans l'art du roman que, pour lui, il dit le roman naît avec le Quichotte et meurt avec lui. Enfin, ça, c'est parce que c'est Kundera et sa modestie légendaire. Mais ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est que pour qu'il y ait du roman, qui ne soit plus une légende, qui ne soit plus de l'épopée, qui ne soit plus une saga, etc., il faut qu'il y ait cette dimension de possibilité de prendre son destin en main et de devenir un héros de son propre roman. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la ville,